Alors, nous allons continuer dans l'asthme. Et là, je tiens à remercier le laboratoire Boehringer pour nous avoir offert l'occasion de parler encore une fois de l'asthme, mais cette fois-ci de l'angle de la place des anticholinergiques dans la prise en charge de l'asthme. Et on va parler de la place du tiotropium dans notre pratique au quotidien en Tunisie et dans le monde. Alors, quelle est la place du système anticholinergique dans l'asthme? En fait, quand on voit l'arbre bronchique respiratoire, il y a 3 récepteurs muscariniques sur les 5 qui sont impliqués dans l'hyperréactivité bronchique. Et ces récepteurs vont se trouver au niveau de l'épithélium respiratoire, c'est ce qui est en bleu, au niveau des glandes, au niveau du nerf, au niveau des muscles lisses bronchiques, ainsi qu'il y a des récepteurs au niveau des cellules inflammatoires. Et les récepteurs qui sont impliqués dans la réaction, dans la relation tiotropium-récepteur, c'est essentiellement les récepteurs M3 qu'on retrouve dans les muscles et les glandes du système bronchique respiratoire. Alors, les anticholinergiques dans l'asthme, en fait, quel est le rationnel? Parce qu'au cours de l'asthme, il y a une augmentation du tonus musculaire lisse bronchique, ce qui va contribuer à l'hyperréactivité bronchique. Le système nerveux parasympathique module aussi, comme vous l'avez bien vu avec les récepteurs au niveau des cellules inflammatoires, il module l'activité des cellules inflammatoires, ainsi que des cellules non neuronales des voies aériennes, et va contribuer par conséquent à l'inflammation et au remodelage bronchique. Là, sur le plan physiopathologique. Sur le plan prise en charge et thérapeutique. En termes de traitement, on sait bien que 25 à 38% des asthmatiques restent non contrôlés malgré la prise de corticoïdes inhalés en association avec les LABA. Et on sait aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'options thérapeutiques qui sont proposées pour les patients qui restent incontrôlés malgré la prise de corticothérapie inhalée et de LABA. Alors, les anticholinergiques dans l'asthme, particulièrement le tiotropium, en fait, c'est une extension de l'expérience de l'utilisation des anticholinergiques dans la BPCO. Parce qu'on sait qu'on a utilisé le pratropium, l'aclidinium, le glucopyrronium, l'umeclidinium, le tiotropium. Mais dans l'asthme, beaucoup moins de molécules ont été utilisées. L'ipratropium pour le courte action, et on connaît son apport en association essentiellement avec les corticoïdes, les bronchodilatateurs bêta-2+, de courte durée d'action. Il y a uniquement le tiotropium, c'est l'unique LAMA qui est approuvé dans le traitement de l'asthme. Donc là, quand on parle de LAMA dans la prise en charge, jusqu'à aujourd'hui, le seul produit qui a la même pour cette indication, c'est le tiotropium. Alors je vais essayer de rapporter la littérature par rapport à l'utilisation de tiotropium dans la prise en charge de l'asthme. Et là, je vais rapporter cet article paru au New England en 2012 qui parle du tiotropium dans l'asthme mal contrôlé par le traitement standard combiné. Et il s'agit de 912 asthmatiques sévères avec un VMS moins de 80% et qui étaient tous sous corticoïdes inhalés en association avec des LABA. Ils avaient au moins une exacerbation l'année précédente. Ils étaient mal contrôlés parce que la Sécu, il était supérieur ou égal à 1,5. Et ces 2 essais randomisés en double aveugle avec tiotropium 5 Respimat et placebo. La caractéristique, les patients, donc c'est des patients âgés de 55 ans en moyenne, 53, 52. Alors, essentiellement des non-tabagiques, 75% n'étaient pas tabagiques. Et ils avaient au moins une exacerbation, et en termes d'exacerbation, ceux qui faisaient plus que 5, c'est autour de 5%, ceux qui faisaient entre 3 et 5, on est à 14%, et ceux qui faisaient moins de 3 exacerbations par an, donc c'était autour de 80%. Donc une population d'asthmatiques sous corticoïdes inhalés et LABA, qui font des exacerbations l'année précédente, et qui sont mal contrôlés par corticoïdes inhalés et LABA. Alors, quand on voit en termes fonctionnels, il y a une amélioration en termes de VMS, une amélioration significative entre les patients qui étaient sous tiotropium et le placebo.
pour les C1, même chose pour les C2. Et en termes d'exacerbation, il y a une réduction de 31% du risque de survenue d'une première exacerbation sévère à 48 semaines. On voit la différence est significative entre le placebo et le tiotropium. La conclusion de cette étude, l'augmentation significative du VMS, l'augmentation du délai avant la première exacerbation sévère, 282 jours versus 226 jours, une réduction de 21% du nombre d'exacerbations nécessitant des corticoïdes péros et une réduction de 31% de risque de survenue d'une première exacerbation sévère après 48 semaines. Donc ça, c'était les conclusions de cette étude. Là, je passe à l'autre étude publiée sur le Lancet en 2015. C'était une étude qui comparait tiotropium, salmétérol, rajouté aux corticoïdes inhalés. Donc, en fait, en termes de modèle, 2103 patients avec un asthme modéré, symptomatique, avec un ACQ supérieur à 1,5, un VMS post-bronchodilatateur entre 60 et 90% de la théorique, et les patients étaient sur une dose modérée de corticoïdes, c'était 800 microgrammes de budosonide ou équivalent. Et il y avait 4 bras, le bras tiotropium 2,5, 5, salmétérol et placebo. Alors, et un suivi de 24 semaines. Les patients, ils avaient un âge, donc l'âge moyen de 44 ans, essentiellement non tabagique dans 80% des cas. La durée de leur asthme évoluait depuis 20 ans en moyenne et ils avaient des VMS, on va dire, autour de 70% de la valeur théorique. Alors, il y a en termes de VMS, comme vous voyez dans les différentes courbes, que ce soit la courbe en bleu salmétérol ou le 5 ou le 2,5, il y a une amélioration significative par rapport au placebo, que ce soit 3 heures après la prise du traitement, que ce soit 0,10 minutes avant la prise du traitement, c'est-à-dire donc le lendemain. Et on avait toujours une différence significative entre le VMS des 3 produits et le placebo. Même chose pour le débit de pointe, on voit ce qui est en bleu, vert et rouge, c'est le tiotropium et le salmétérol, le DEP matinal et le DEP du soir, et on voit une différence significative en termes de DEP par rapport au placebo. Alors, en termes de contrôle, là, on a mis le score ACQ, que ce soit pour le tiotropium 5, 2,5, le salmétérol et le placebo. Alors, en bleu, c'est les répondeurs. Et quand on dit répondeurs, il y a une différence significative en termes d'ACQ sur le plan clinique qui dépasse les 0,5 en termes de score ACQ. Et là, là c'est en bleu le répondeur, là il n'y a pas de différence, et ça c'est les non-répondeurs. Et on voit en différence nette, ça c'est les répondeurs et non-répondeurs, on voit qu'il y a une différence significative en termes de contrôle entre les patients sous tiotropium et les patients sous placebo, ainsi qu'une amélioration significative pour les 2 prises de salmétérol 50 x 2. Alors, là, on va rapporter une étude encore plus récente qui a étudié l'effet de tiotropium chez les asthmatiques symptomatiques malgré une corticothérapie inhalée à dose légère à modérée. 464 patients avec un asthme modéré symptomatique, avec un ACQ supérieur à 1,5, avec un VMS post-bronchodilatateur entre 60 et 90% de la théorique, malgré un traitement par corticoïde inhalé, dose légère à modérée, 200 à 400 de budosonide, donc légère à modérée, et 3 bras, le tiotropium 5, 2,5 et le placebo avec un suivi de 12 semaines. Alors, il y a une amélioration significative en termes de VMS par rapport au placebo pour les 2 tiotropiums. Et il y a une amélioration significative du débit de pointe. Alors, cette large étude, elle était essentiellement une étude qui s'est intéressée à la tolérance du tiotropium. C'est Respimat, une seule prise par jour,
est bien toléré avec efficacité maintenue. C'est l'étude randomisée contre placebo au Japon sur 52 semaines chez des asthmatiques symptomatiques. Et là, le volet, on va dire, 285 patients avec un asthme modéré symptomatique malgré un traitement par corticoïdes inhalé plus ou moins là-bas. 3 bras, le tiotropium 2,5, le tiotropium 5 et le placebo, suivi sur 52 semaines, un an. L'objectif principal était la tolérance. Et des objectifs secondaires, le VMS et la Sécu. En termes d'amélioration, il y a une amélioration significative du VMS dans cette étude, dont ce n'était pas l'objectif principal. L'objectif principal était la tolérance. Il y avait une bonne tolérance, que ce soit en termes d'effets secondaires sévères ou sérieux, où on voit qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes de tiotropium et le placebo. Et voilà les événements secondaires avec une incidence supérieure à 4%. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de différence entre le groupe placebo et le groupe de Spiriva à 2,5 et 5 microgrammes. Alors, ces études qui ont donc entre 2000, on va dire 2012, 2013, 2015, 2016, ont fait qu'il y a eu, à partir de 2015, il y a eu l'introduction de tiotropium dans les recommandations GINA, et c'était pour les patients adultes de plus de 18 ans, exacerbateurs non améliorés par corticoïdes inhalés là-bas. C'était donc réservé pour les stades 4 et les stades 5, et quand il a été introduit pour la première fois en 2015, c'était pour les patients, parce que c'était les études qu'il y avait, il n'y avait pas d'études pour les moins de 18 ans. Alors, ça c'est une étude qui est venue après, et qui a comparé l'effet du tiotropium chez les adolescents asthmatiques, symptomatiques, malgré une corticothérapie inhalée. Et là, c'était 398 adolescents de 12 à 17 ans, avec un asthme modéré symptomatique, ACQ supérieur à 1,5, un VMS compris entre 60 et 90% de la théorique, malgré un traitement par corticoïdes inhalés. Et là-bas, il y a eu 4 bras, tiotropium 2,5, 5, 1,25, c'était des adolescents, donc ils ont essayé des doses moindres, et le placebo avec un suivi sur 48 semaines. Là, les résultats en termes de VMS, il y a une amélioration significative pour les différentes dosages de tiotropium. Et cette étude a fait que, en 2016, dans les recommandations GINA pour les stades 4 et 5, il y a eu on a baissé l'âge de 18 ans à 12 ans pour l'utilisation du tiotropium dans l'asthme exacerbateur mal contrôlé par une association de corticoïdes inhalés et là-bas. Et puis, reste une étude encore plus récente qui vient de paraître en 2017. C'est une étude chez les enfants. Chez les enfants qui sont âgés entre 6 et 11 ans, où on montre aussi, encore une fois, qu'il y a une amélioration significative en termes de VMS pour les différentes posologies du tiotropium 2,5 et 5 contre le placebo. Et cette étude, elle a fait précipiter donc l'évolution de l'AMM du tiotropium. Et en France, depuis avril 2018, c'est préconisé pour les enfants à partir de 6 ans. Et pour les États-Unis, le FDA recommande pour les enfants de plus de 6 ans depuis 2017, donc en partant de cette étude chez les enfants. Et actuellement, il y a d'autres études qui se sont intéressées aux enfants de 1 à 6 ans et il y a des résultats qui sont prometteurs. Je ne pourrais pas parler de la place des anticholinergiques dans l'asthme. L'asthme, là, au sens strict du terme, c'est-à-dire l'asthme qui n'a pas été amélioré par les corticoïdes inhalés là-bas, donc on est au stade 4-5 et qui continue à être gêné, donc il y a une place donc, de choix pour les lamas. Là, il y a une autre indication où l'asthme intervient dans une pathologie qui est un peu
bâtarde entre la BPCO et l'asthme, c'est l'ACO. C'est-à-dire quand on a une symptomatologie d'asthme et de BPCO, c'est le chevauchement, ce qui va donner un tableau qu'on appelle le syndrome de chevauchement, asthme et BPCO. Et ce syndrome, plus il y a de la réversibilité et de la réponse inflammatoire à eosinophile, plus le patient est considéré comme asthmatique, et plus il y a une irréversibilité, un âge plus avancé et un tabagisme, plus on est dans la BPCO. Et quand on est entre les deux, c'est l'ACO. Vous savez que pour le diagnostic, je n'apporte rien. Pour le diagnostic actuellement de l'ACO, les choses sont un peu plus claires dans le sens qu'on utilise tout simplement un tableau où d'un côté on met les signes qui sont en faveur de l'asthme, de l'autre côté les signes qui sont en faveur de la BPCO. Et quand on a un tableau il y a autant d'items en faveur de l'asthme que la BPCO, on est dans la pathologie qu'on peut appeler ACO. Vous savez bien que plus le sujet est jeune, allergique, eczéma, atopie, symptomatologie jeune, apparue à l'âge jeune, n'est pas tabagique, et tout ça, c'est des arguments en faveur de l'asthme. Plus le sujet n'est pas allergique, il est tabagique, il est âgé de plus de 50 ans, il n'est pas très réversible, il n'évolue pas, il n'y a pas beaucoup de variabilité de VMS, on est plus dans la BPCO. Et quand on a des patients qui présentent et des signes en faveur de l'un et de l'autre, on est plus dans l'ACO. Alors l'ACO, pourquoi donc cette entité qui a été introduite par les Gina et Gold, c'est pour ressortir une population de patients qui devraient bénéficier en premier lieu de l'apport de la corticothérapie inhalée. Parce que la BPCO, en premier, le traitement de première intention et le premier choix, c'est les bronchodilatateurs. Et là, une petite parenthèse pour dire que l'ELAMA a une bonne place en termes de bronchodilatateurs, que ce soit pour les symptômes ou l'exacerbation. L'ELABA aussi en première intention, essentiellement pour les symptômes. Et là, on est dans l'ACO, donc dans cette entité entre l'asthme et la BPCO, et où, donc dans les recommandations, le traitement, il est entre la BPC, entre l'asthme, où on ne donne jamais de monothérapie, notamment avec des LABA, et la BPCO, où on donne en premier lieu essentiellement des bronchodilatateurs, et vous avez l'ACO, donc où il y a et les bronchodilatateurs et les corticoïdes inhalés ensemble. Et là, c'est la bonne place pour l'association LABA-LAMA avec les corticoïdes inhalés dans la prise en charge de l'ACO et donc les LAMA qui ont une bonne place dans cette indication. Je vais terminer pour dire que donc dans l'asthme, voilà ce qu'il y a chez nous en Tunisie en 2018. Qu'est-ce qu'on a eu de nouveau dans la prise en charge de l'asthme? En 2018, nous avons eu l'introduction du tiotropium respimat qui est commercialisé et qui est le seul LAMA qui a une indication pour l'asthme non amélioré par corticoïdes inhalés et LABA, donc les stades 4 et 5, et je dirais même les asthmes qui persistent sévères, et les autres thérapeutiques, évidemment l'immunothérapie, ce n'est pas l'objet de notre propos aujourd'hui, et les anti-IgE, où je vais en parler un peu, qui vont, j'espère, rentrer dans le marché et qui vont avoir aussi une place dans l'asthme sévère. Donc si on se résume à l'état des produits commercialisés, disponibles actuellement dans notre pays pour la prise en charge de l'asthme sévère, donc l'asthme stade 4-5, non contrôlé, et évidemment, après avoir fait le tour de la question, après avoir être assuré du diagnostic, que le malade suit son traitement, qu'il est observant, qu'il sait utiliser son inhalateur, et qu'il n'est pas amélioré malgré la prise en charge de l'ABA et de l'AMA, sachez qu'actuellement, et à ce jour, nous disposons de l'AMA pour renforcer le traitement, pour essayer d'améliorer nos patients asthmatiques. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Sébéché pour cette excellente présentation. Alors, est-ce que dans la salle, il y a
quelques commentaires ou peut-être quelques questions. Madame Hamzaoui, et puis ensuite d'accord. Merci beaucoup, Brigitte. Il y a juste une question que je voulais te poser, c'est pourquoi est-ce qu'avec le Respimate, il faut mettre ça 2 fois par jour? Je suis d'accord que les doses ont montré que c'était plus intéressant d'avoir 5 que 2,5 par jour dans l'asthme, mais pourquoi est-ce que, alors qu'on a une molécule qui a une durée d'action qui est quand même assez longue, et sachant que l'adhésion au traitement est meilleure quand on a 1 fois par jour, pourquoi est-ce que les schémas qui sont proposés, c'est une bouffée? Non, c'est une prise par jour. C'est une prise. C'est 2 doses différentes parce qu'ils ont essayé 2,5 et 5, mais c'est une prise par jour. C'est 1,25 2 bouffées ou 2,5 2 bouffées. C'est la présentation commerciale en même temps. Une prise par jour. J'avais un petit commentaire à faire par rapport à la physiologie et à la physiopathologie. On est en phase de l'atropinique, donc on s'entend à limiter la distension à l'UOL. C'est quand même l'objet même des atropiniques. Ça limite le tonus locomoteur et ça va libérer du volume résiduel. Et dans toutes les études, que ce soit d'ailleurs BPCO ou AS pour utiliser ces produits-là, on ne parle jamais de la distension, on ne la mesure pas. On n'a ni le VIMS, le volume inspiré maximal seconde, qui serait le reflet inversé du VEMS, et donc du volume résiduel, on ne le mesure jamais. On mesure une variation de VEMS pour une pathologie qui est censée ne pas bouger, c'est la BPCO. Et on dit ça marche. Et maintenant, on l'utilise dans l'asthme, on voit bien que ça marche aussi, mais on ne mesure pas la bonne valeur. J'ai toujours été étonné, c'est plus un commentaire. Ouais. Mais pour moi, atropinique égale limitation à la distension. Tu fais la limitation du tonus locomoteur dans la balance sympathique-parasympathique. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est peut-être plus lourd ou peut-être à mener pour montrer une différence significative, mais effectivement, la réponse, elle est là, c'est la limitation de la distension et la réduction du volume résiduel qui va améliorer l'essoufflement et la sensation de dyspnée. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais en termes d'études, je pense que c'est les échantillons, enfin, la taille de l'échantillon peut-être ne permet pas de tirer des différences significatives par rapport à ces paramètres. Je peux éventuellement ajouter un petit quelque chose. C'est-à-dire qu'en général, la différence entre l'asthme et la BPCO, c'est qu'on a une maladie qui est assez réversible, l'autre qui est moins réversible. En fait, dans toutes les études, lorsqu'on parle de l'asthme, on s'intéresse au VMS. Lorsqu'on parle de la BPCO, on a plus tendance, en fin de compte, à ne pas considérer le VMS et à voir les autres. En sachant que si vous vous rappelez, hier, j'ai montré une diagnostic sur l'atteinte des petites voies aériennes. Vous savez que dans l'asthme sévère, parce que finalement, aujourd'hui, le tiotropium, sa place est dans l'asthme sévère. En fait, dans l'asthme sévère, il y a une atteinte des petites voies aériennes. Donc, il y a une atteinte des petites voies aériennes, et c'est ce qui fait que dans ces asthmes sévères, on a des obstructions avec une obstruction qui est une augmentation du volume résiduel. Et finalement, c'est un tableau qui s'approche de la BPCO que de l'asthme. Probablement, c'est pour cette raison que les anticholinergiques ont une place assez importante. Oui, c'est ça, c'est Monsieur, merci pour cette excellente conférence. Dans tous les travaux que vous avez montrés, l'évaluation a été faite sur le VMS. Pourquoi pas sur le contrôle? Deuxième question, pourquoi à l'âge de 6 ans? L'âge 6 ans. La limite d'âge, c'est 6 ans. La prescription du pourquoi pas avant? D'accord. Alors, pour les études, en fait, j'ai montré les résultats qui sont significatifs. Alors, une bonne partie des études qui a montré des améliorations de VMS n'a pas pu montrer de différences significatives, même s'il y avait des améliorations en termes de score, sauf l'étude de Lancet 2015, qui s'est intéressée au score ACQ et qui a montré une différence significative qui dépasse le 0,5 entre les populations qui prenaient le tiotropium et le placebo. Donc il y a une étude, Lancet 2015, bien menée, sur plus que 2000 patients, qui a montré une amélioration des symptômes du contrôle. Les autres,
Il y avait des différences, mais qui n'étaient pas significatives, donc je n'ai pas apporté. Alors, il faut voir l'approche et la philosophie de l'évolution de l'indication. Les premières études ont été faites sur des patients qui étaient âgés de plus de 18 ans. C'était du temps on utilisait le tiotropium dans la BPCO, donc là on a essayé de prendre les sujets qui ressemblaient un peu plus au BPCO, donc qui étaient un peu plus âgés et qui avaient un VMS. Et puis on a baissé. Et vous voyez d'année en année, en 2015 c'était pour le plus de 18 ans, en 2016 on a baissé la barre à 16 ans, à 12 ans, Gila est resté à 12 ans jusqu'à 2018, mais les recommandations américaines, le FDA, depuis 2017, il a baissé la barre à 6 ans. En France, depuis avril 2018, c'est à 6 ans. Et je peux vous dire qu'il y a une étude qui vient de paraître, et ça a été fait sur les enfants de 1 à 6 ans, avec une bonne tolérance et une réponse significative en termes de symptômes. Je peux dire. Maintenant que la mort descend jusqu'à 6 ans, sur le plan manipulation du dispositif respiratoire, j'ai dit que maintenant que les indications baissent jusqu'à 6 ans, sur le plan manipulation du dispositif respiratoire, est-ce qu'il y a eu des études pour voir s'il y a des difficultés chez les enfants ou pas? J'ai pas cherché, honnêtement, j'ai pas développé ce côté-là, mais ce qui est sûr, c'est le dispositif qui est le même dispositif qui est proposé. Je ne pense pas que ça pose des problèmes, parce que s'ils ne sont moins jeunes, on aura du changement au début, ouais, etc. je ne pense pas que ça ne doit pas poser beaucoup de problèmes. À mon avis, c'est un dispositif qui est d'utilisation facile. Question. Est-ce qu'il est question sur les études actuellement qu'on propose éventuellement le tiotropium à des asthmes moins sévères? En fait, tu as montré une étude japonaise où on a ajouté le tiotropium à des asthmatiques qui étaient sous corticoïdes ou sous corticoïdes avec la base. Est-ce qu'il est question qu'on arrive un peu, comme dans la BPC, on peut donner un corticoïde avec un anticholinergique ou un méthadonique? Je pense que tu as bien cité l'étude. Effectivement, il y a une étude qu'on a utilisée corticoïdes enfin des patients qui étaient mal contrôlés par corticoïdes inhalés seuls. Et puis on a testé salmétérol plus corticoïdes inhalés, tiotropium corticoïdes inhalés. Et déjà, à partir de cette étude, il n'y a pas de différence entre salmétérol corticoïde inhalé comparé à tiotropium corticoïde inhalé. Donc ça répond un peu, donc cette étude, oui, il y a les 3 bras, donc ça répond à la question. Alors si on est les adeptes, ceux qui défendent les anticholinergiques, on est parfois dans l'asthme, dans des situations où on est un peu gêné, enfin on est dans presque des situations de contre-indication là-bas. Là, ça peut être donc des idées, il peut y avoir, donc il y a une évolution à mon avis dans le sens que les lamas vont avoir peut-être un jour une place, je dirais pas, là-bas ont fait leur chemin, ils ont fait leur preuve, mais il n'est pas exclu qu'on peut les associer, pas uniquement chez les patients en corticoïdes inhalés plus à bas, enfin en trithérapie, peut-être en bithérapie, mais il n'y a pas jusque-là des études en dehors de cette étude qui a comparé les 3 bras. Il y a, on ne voit pas ça tous les jours, mais on voit de temps en temps des personnes qui ne peuvent pas prendre les lamas parce que ça donne une accélération un peu importante de début cardiaque, les effets secondaires. Je pense que ça peut être une éventuelle alternative assez spécialement. Je voudrais demander à Béchi si tu as lu des choses sur le remodelage bronchique, parce que il y a des papiers qui disent que semblerait que les lamas, leur avantage aussi, c'est que ça permettrait de diminuer le remodelage bronchique sur des études qui sont un petit peu expérimentales, qui sont intéressantes, parce que ce serait un des premiers médicaments qui prouverait quelque chose sur la réversibilité des maladies. Oui. Alors, sur le plan physiopathologique pur, oui, parce que nous avons des récepteurs muscariniques au niveau des cellules inflammatoires de la muqueuse respiratoire.
Et qui dit donc présence de récepteurs, donc on imagine que les anticholinergiques vont avoir un rôle important dans le remodelage bronchique. En termes physiopathologiques, cette notion, elle est là. En termes maintenant d'études qui ont prouvé que que les lamas font de manière des études donc, dans ce sens-là, il n'y a pas d'études qui sont intéressées au remodelage avec des biopsies, non. Non. Une autre question. Un tout dernier mot sur la physiopathe, parce qu'en fait, le système cholinergique, c'est le système le plus important de contrôle nerveux des voies aériennes. Et le système sympathique, il agit sur des récepteurs, évidemment, mais il agit aussi sur des récepteurs au niveau du ganglion parasympathique. C'est-à-dire que le fait de limiter l'action du système, le fait de donner les bronchodilateurs, les bêta-2 mimétiques, on agit sur des récepteurs, mais on bloque aussi le système parasympathique. Mais ce qui est en fait étonnant, c'est que finalement, malgré l'importance du système cholinergique, les anticholinergiques finalement restent des médicaments de deuxième intention par rapport aux bêta-2 mimétiques. Alors que sur le plan physiopathe, lorsqu'on bloque le système le plus bronchoconstricteur, c'est le système parasympathique. Le fait de le bloquer devrait donner une action tout à fait théorique, qui devrait être même meilleure que les bêta-2 mimétiques. Mais en fait, dans la réalité, on a une meilleure réponse avec